tous, je suis Nechem et vous écoutez Worlds, Identité créative. Chaque être humain représente tout un monde, une identité unique, une source d'inspiration, d'histoire et apprentissage qui ne ressemble qu'à elle. Certains métiers et passions nous permettent plus que d'autres d'entrer dans ces univers parallèles, d'y naviguer en humble explorateur. Le journalisme figure parmi ces métiers qui nécessitent le plus les qualités d'écoute et d'empathie. Aujourd'hui, j'ai la grande chance d'accueillir Alice Antôme, directrice de l'école de journalisme Sciences Po à Paris, correspondante du Reuters Institute à Oxford et membre du comité d'éthique de Radio France. Elle a travaillé au sein des médias les plus connus tels que Le Monde, 20 minutes, Slate, Les Échos, Télérama. Elle a été journaliste, chroniqueuse, enseignante et consultante. Et comme je le disais en intro, elle est directrice d'école depuis plus de 10 ans. Je souhaite, dans un premier temps, découvrir son univers à elle, sa personnalité, sa façon d'interagir avec le monde qui l'entoure. Et dans un second temps, nous bénéficierons de son expérience et de ses observations quant au mode opératoire des journalistes qui maîtrisent l'art de se connecter au monde des autres. Alice, bonjour et merci Bonjour. d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Merci beaucoup. Ça va très bien, je suis ravie d'être là. Je suis un peu intimidée parce que j'ai pas souvent l'habitude d'être de l'autre côté. Ah, c'est vraiment le moment de se retrouver justement humain à humain. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir une conversation naturelle entre nous. En tout cas, moi aussi je suis intimidée en voyant tout ton beau parcours, donc c'est bien comme ça. Ça nous égalise encore une fois. Comment commence cette année pour toi? Peut-être qu'on peut commencer un petit peu parce qu'on est en fin janvier et comme je l'introduisais, tu es quelqu'un de très occupé. Comment ça s'annonce? Bah, ça s'annonce que, comme d'habitude, c'est toujours un peu sur les chapeaux de roue. Il y a un Oui. fil rouge cette année, 2024, c'est les 20 ans de l'école de journalisme de Sciences Po. Mhm. Donc ça va nous tenir toute cette année. Et c'est vrai que hier, j'étais au comité d'éthique de Radio France. La rentrée des étudiants pour ce semestre s'est faite aussi lundi. Voilà, C'est tout bien chargé. est, tout est en train de rouler et j'espère pour le meilleur. Et est-ce qu'il y a une thématique clé pour ces 20 ans ou un vœu que vous vous êtes fait? Alors c'est assez large. On est sur l'idée que comment on fait du journalisme autrement, Mhm. comment on se réinvente, parce que on dit souvent, voilà, l'école de journalisme de Sciences Po offre des profils divers pour représenter à peu près toutes les catégories de la population. Mhm. Mais c'est pas seulement de le dire qui va compter, c'est de le montrer. Et Mhm. maintenant qu'on a presque 1000 diplômés qui font du journalisme de plein de façons différentes, on a envie voilà, d'avoir des profils qu'on va mettre en majesté et de Mhm. montrer comment on peut faire du journalisme, évidemment de façon traditionnelle, mais aussi avec des ressources qu'on puise en chacun de nous et qui permettent de peut-être redorer un petit peu l'image de ce métier. Ah, bah, génial. J'entends un petit peu la notion de diversité aussi, du coup, dans ce que tu es en train de me dire, de donner la place à chacun tout en appliquant les meilleures pratiques qui sont dans l'héritage de l'école. Parce que je crois, si je me trompe pas, que c'est l'école la plus ancienne de Sciences Po, l'école de journalisme. Oui, c'est la première école qui a été créée à Sciences Po, mais nous ne sommes pas l'école de journalisme la plus ancienne qui existe Oui. dans le paysage français. Mhm. 20 ans, voilà, on commence à devenir. Non, bah c'est génial. Je prends ça et je le garde pour la deuxième partie de notre échange parce que du coup, avant de passer au journalisme et à toute ton expertise, j'aimerais un peu découvrir Alice parce que c'est vraiment important de voir pour comprendre qui tu es et comment tu t'es retrouvée dans ce métier et à avoir les convictions que tu as. Ça va être intéressant pour nous de comprendre un petit peu qui tu as été dès l'enfance. Et alors, j'ai une question que j'adore poser. C'est pour comprendre un peu quel enfant tu as été et pour comprendre un peu ton cerveau, par exemple. Est-ce que tu te souviens des jeux auxquels tu aimais jouer quand tu étais enfant? Qu'est-ce qui t'amusait le plus ou te plaisait le plus de faire? Alors, moi, je suis une très très grande joueuse D'accord. de tout. Je me souviens qu'il y a quelques années, on parlait de la gamification
Sur le numérique, etc. Bon, moi, ça date d'avant. J'ai un frère. On est très, très en compétition sur les jeux. Qui va gravir la côte en vélo le plus vite, qui va remporter la mise au Monopoly. On a un côté un peu tricheur aussi. Donc voilà, c'est pas forcément de l'amusement, c'est plus de la compétition dès le D'accord, démarrage pour remporter la mise, même s'il n'y a pas un enjeu considérable. d'accord. Ah mais c'est génial et du coup, vous êtes toujours aussi proches? Vous avez toujours, un On peu joue de toujours, ouais. compétition? On joue toujours. On a gardé D'accord, nos jeux c'est des années 80 et oui, oui, on les ressort. Ils sont complets, ce qui apparemment est rare. oui, c'est Et, clair, et on y joue, on y joue. On a des vieilleries, mais et en du coup, connaissant bien les c'est de tout, donc si j'entends bien, parce que si tu me parles de jeux, parce qu'au début je me suis dit: «Ah ça on dirait que c'est plutôt en extérieur», mais c'était aussi, des jeux de société, c'était de tout du moment où il y a compétition. Ouais, mais c'est vrai, je reconnais. Mais bien D'accord, l'esprit voilà, qui va aller plus vite ou mais qui... C'était en c'est extérieur super et en intérieur. parce que les jeux, je trouve que c'est vraiment une manière de comprendre un petit peu, aussi le raisonnement, qu'on peut avoir et là, tout de suite, on voit quelqu'un qui aime les défis, qui est animé par ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves dans d'autres sphères de ta vie, la notion de défi? Est-ce que tu sens que tu cherches ça ou c'était plus dans ton rapport à lui? Ah non, moi, c'est un peu partout, tout le temps. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a un nouveau dossier, et dans la vie professionnelle, qui est quand même assez longue, il y en a tous les jours des nouveaux sur Ouais. lesquels, au démarrage, on se sent pas tout à fait légitime. Il y a deux façons de voir les choses. Soit vous vous dites j'y arriverai jamais, soit vous vous Mmh. dites bah, ce nouveau dossier, c'est comme un jeu. Je pars de zéro, je vais lire le mode d'emploi, puis c'est sûr, je vais y arriver. Euh, voilà, bah, ça vous permet de voir les choses de façon moins pessimiste sans doute et Oui. peut-être un peu plus rigolote. Et puis ça vous fait relativiser Mmh. l'enjeu, hein. Même si il y a des dossiers qui sont vraiment, vraiment compliqués. Mais si vous Oui. essayez de penser comme ça, voilà. Vous n'êtes pas en train de sauver une vie, hein, au fond, vous êtes juste en train de gérer un dossier. Donc, il y a forcément un mode d'emploi quelque part et vous allez trouver la piste et peut-être la case arrivée à un moment donné, c'est certain, mais vous allez la chercher. Non, mais ça, c'est génial parce qu'on y retrouve aussi bien de l'humilité, que de la confiance en soi, donc c'est le bon combo, pour avoir à la fois, l'envie et la croyance en soi pour y aller et en même temps ne pas en faire, quelque chose, qui nous dépasse donc c'est super et du coup, où est-ce que tu as grandi? Tu étais, toujours en France, toujours à Paris, je sais pas? Alors moi, je suis pas du tout parisienne. Je suis Mmh. arrivée à Paris dans les années 2000 pour travailler. Je viens de Côte d'Or, en Bourgogne. C'est un département 21, pour ceux qui connaissent et qui D'accord. jouent encore avec les plaques d'immatriculation sur l'autoroute. Ouais. Euh, j'ai signé donc dans une petite ville qui s'appelle Semur-en-Auxois, 5000 habitants. J'y suis née. Ma fille y est née. J'y ai tenu parce que c'est un endroit voilà, qui est à la fois assez proche de Paris en transport, mais qui est quand même une ville rurale Mmh. avec voilà, un tissu social qui n'est pas celui que je connais dans mon environnement professionnel maintenant. Et j'ai eu donc, on en a parlé, mais une enfance très en extérieur, ce Mmh. que les citadins n'ont pas. Et j'aime beaucoup alterner entre bah, la ruralité et la grande ville. Et Mmh. j'ai besoin des deux, je pense, pour mon équilibre. J'ai besoin Mmh. beaucoup d'extérieur. Je suis dans un bureau, je suis souvent en intérieur pour mon travail. Mais oui, je pense que le fait d'avoir été beaucoup dehors plus jeune, ça fait partie ouais, des choses dont j'ai besoin pour mon équilibre Oui, je quotidien. comprends. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui aide à ralentir nos cerveaux, de sursolliciter, tout le temps, hem, avec les contenus qui sont partout, les écrans qui sont partout, dans vos métiers, on est en plein dans l'abondance en plus.
Mais, Et et du coup, aujourd'hui, vous avez, l'occasion à quelle fréquence de retourner, un petit peu plus au vert? pour être bien, l'idéal, c'est d'aller une fois par mois, prendre l'air. Mmh mh. C'est Mmh pas toujours possible, mais quand ça l'est, c'est bien. Sinon, mh. parfois, je marche. Et puis, c'est vrai que j'ai grandi à une époque où il y avait pas d'internet, pas encore les téléphones, portables. Donc Mmh mh. moi, j'ai quand même fait, jusqu'à quasiment le lycée. Mmh. Oui, même, on va dire jusqu'à la terminale, avec très peu d'écran, hein. Mmh. Je me souviens que ma première adresse email, hein, je crois que c'est en 98, c'était, j'y accédais par Minitel, c'était alice.antome@minitel.net, Ah oui. et évidemment, on n'avait pas d'ordinateur dans les classes, pas de téléphone portable, donc c'est venu quand même, après. Et Mmh. d'ailleurs, ça a guidé, mon orientation professionnelle puisque je suis devenue journaliste numérique. C'était vraiment un métier qui se réinventait au début des années 2000. C'était vraiment le démarrage. Enfin, il y avait encore, du 56K, donc c'était le débit, ce Mmh. qui permettait pas d'avoir des formats très affriolants, sur les premiers sites d'infos Mmh. français. Et vraiment, ça m'a passionné le rapport à la technologie, et les transformations que ça a engendré dans notre société, dans tous les domaines, pas que dans l'info. Et Mmh. voilà, je me suis retrouvée, sur les premiers sites d'info à faire du journalisme numérique, qui est vraiment la forme maintenant, on n'en doute plus, mais à l'époque, Mmh. c'était assez nouveau et pas toujours, très bien estimé par nos pairs, qui Oui. valorisaient davantage, voilà, des formes plus traditionnelles, le papier, et qui comprenaient pas très bien, ce que c'était que ces pratiques d'enquêter en ligne, de faire Mmh. d'autres formats que, ce qui ressemble à un article. Donc voilà, c'est vrai que ça a beaucoup orienté les choses. Peut-être, c'est aussi ce côté, joueuse que tu as de découvrir un nouveau monde, qui s'offrait à toi par cette technologie. Mais est-ce que l'idée du journalisme était déjà là quelque part dans ta tête? Est-ce que tu avais des oncles, des tantes, quelqu'un dans l'entourage qui était dans cet univers et qui t'a inspiré à y aller aussi? Pas du tout, moi je viens pas du tout d'un milieu, D'accord. où il y aurait des Mmh. journalistes. Moi, j'ai un Ouais. milieu éducation nationale. On travaille, Mmh. Oui. heu, on est sérieux. Donc oui, essentiellement, c'est ça, on valorise les notes. Je suis comme un bon produit de ce Oui. type d'éducation et je m'en suis rendu compte, après. Ça m'a beaucoup servi d'ailleurs, parce que dans le journalisme, Mmh. vous courez à la fois des sprints et des marathons, en même Mmh. temps. Et c'est vrai que le rapport à l'intensité du travail, quand quelque part c'est une éducation et une sorte de Oui. matrice, peut-être ça vous agresse moins Oui. que quand vous venez d'autres Qu'on est métiers. habitué. Voilà. Donc ça c'est clair que ça m'a beaucoup aidé, oui. Et du coup, c'était plutôt à l'adolescence, avec internet que tu as eu cette idée du coup, de t'orienter vers ça? Ou c'était, un peu plus tôt? Est-ce que tu as un souvenir, de l'époque où tu commençais à raconter aux gens, «Moi plus tard, c'est ça que je vais faire»? Alors, je savais pas très bien ce que je voulais faire. Moi, je voulais Mmh faire quelque mh. chose où, c'est vrai, chaque jour pourrait être différent et j'allais continuer à apprendre. Mais bon, ça fait pas un métier, hein. Je pensais que j'allais m'orienter dans la musique. Moi, j'ai fait pas mal au lycée des classes musicales. Mmh. Et puis après, je me suis quand même rendu compte que j'allais pas être assez bonne pour être ni musicienne dans un orchestre, ni soliste. Et après, je suis allée dans ça s'appelle les prépas littéraires, mais essentiellement parce que je savais pas ce que j'allais faire et que je voulais garder un maximum d'options. Mmh. Donc je me suis retrouvée là. Je me suis dit: «C'est quand même génial quand on touche à plein de secteurs, de Ouais. disciplines différentes et qu'on n'y connaît rien et qu'on apprend». Mmh. Et en fait, essentiellement, ce qui m'a menée vers le journalisme, c'est cette idée que chaque jour sera différent, et que peut-être je connais pas grand-chose sur le dossier au démarrage, mais je vais trouver des Ouais. ressources pour, parvenir à raconter, une information et à la Mmh. retranscrire. Et vraiment, enfin, ce qui m'a guidée, c'était de me dire, je veux garder le plus de surface possible. Et Mmh. donc c'est pour ça que je me suis retrouvée en fait, aussi sur des formats parfois d'actualité, généralistes,
Mmh. Et voilà, essentiellement c'est ça, mais je me suis jamais réveillée un matin en me disant c'est le métier de journaliste que je veux suivre. Mmh. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais vraiment très très jeune, avoir été abonnée aux Clés de l'actualité. Et Mmh. je me souviens que je l'ouvrais pas énormément, donc c'était Mmh. pas, voilà, c'était pas une vocation au démarrage, c'était plus Oui. l'idée de garder un champ très très ouvert et de ne Mmh. pas s'ennuyer en ayant des journées très différentes chaque jour. Ah bah là, tu es en plein dedans. L'abondance de sujets, de thématiques, de rencontres, de formats, c'est vraiment le milieu qui ne cesse de se réinventer et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, dans tes temps libres, tu as des formats, toi, qui te plaisent davantage? Mais alors ouvrons à tout, pas uniquement à l'actualité, mais en culture aussi? Tu es plus, film, expo, théâtre, roman, non-fiction? Qu'est-ce qui t'attire, dans ton temps libre? Je suis assez tout terrain. Mmh Il mh. y a une petite résistance à la poésie, j'y arrive pas. D'accord. Voilà, je peux pas. J'espère que ça changera, donc je m'efforce régulièrement de renouveler mon a C'est bien de priori. savoir ce qu'on n'aime pas aussi. Mais j'arrive pas à accrocher. Et sinon, non, non, mais je suis quand même une consommatrice de formats culturels à haute Mmh mh. dose, hein, Oui. et un peu de tout. Audio, visuel, en français, en anglais, mais de façon déraisonnable sans doute. Voilà. Et Mais est-ce qu'il y a, l'année dernière, par exemple, quelque chose, un livre, un film, qui t'a marqué, pour le rendre plus concret pour nous peut-être, pour voir quelque chose qui touche Alice? oui, alors ce que j'essaye de faire, c'est de pas commencer tout en même temps. Ouais. Donc, ce que j'organise dans ma consommation, quand même, c'est que c'est pas je commence un épisode ici d'une série et un Oui. livre là. Donc, je m'organise des séquences Mmh pour être mh. très concentrée. Donc, sur un livre, je me fixe toujours des objectifs. Je me rends compte en me disant que c'est quand même un peu spécial. Donc, je me dis en 2 jours, je l'ai fini et après, je passe à autre D'accord, chose. Et puis après, je vais là, par exemple, je regarde une série qui s'appelle Lâcher prise, qui est une série québécoise d'accord. sur une femme qui est en burn-out et toute sa famille lui tombe dessus et s'occupe de ses problèmes, Mmh mh. de ses soi-disant problèmes. C'est très drôle. Euh, mais le week-end dernier, oui, j'ai lu Journal d'un scénario de Fab Caro. D'accord. C'est donc c'est une fiction. C'est un scénariste qui a l'idée d'un voilà, un film un peu romantique, un peu noir. Et puis, il trouve un producteur et on se rend compte dans les échanges qu'il a avec son producteur que ça va devenir une comédie graveleuse avec des proutes et tout. Et en fait, vraiment, le type s'enfonce quoi, dans D'accord. à la fois le désespoir de ce que devient son idée originale et Ouais. aussi dans le mensonge, puisqu'il rencontre une femme qui est enthousiasmée par son idée de scénario. C'est une rencontre amoureuse et il n'arrive pas à lui dire qu'en fait ça va pas être ça, hein, le film. D'accord. Et donc voilà, il sait pas comment se sortir de tout ça. Enfin, c'est très très fin. Il a vendu son rêve, Ah oui, oui, mais il tombe de très très haut, hein. aïe, Voilà, aïe, donc aïe. c'est des exemples récents Ça donne d'œuvres. envie de jeter un œil. En tout cas, dans les 2, on voit bien qu'il y a une multitude de couleurs d'émotions. Il y a aussi bien un peu de drame, un peu d'humour, donc c'est un peu le vrai, aussi, j'ai l'impression dans ces fictions. Est-ce que ça te semble, être quelque chose que tu retrouves, dans tes préférés, dans les choses que tu préfères, cette, multitude aussi? Oui, je dirais aussi que c'est vrai que j'aime bien le vrai. Mmh mh. J'adore les Mmh mh. documentaires que ça soit sur le couple Beckham, que ce soit Oui. sur la Formule 1. Mmh Alors c'est mh. un peu fictionné, Oui. storytellé, je dirais. Mais oui, j'aime bien quand je découvre un univers, Mmh mh. people ou sportif, que je ne connais pas et que, D'accord. oui, j'aime bien, c'est vrai que je suis quand même assez attirée par le vrai. D'ailleurs, je m'interroge énormément,
En ce moment, je suis sur des auditions des États généraux de l'information et on s'interroge énormément sur le rapport à la vérité qui Mhm. est transformé avec Oui. l'ère des fake news, etc. Et oui, ça, c'est le genre de lien. Je ne sais pas très bien comment répondre à la question, mais Non, ça répond. il tourne autour. Il tourne autour. Mais c'est quelque chose moi aussi qui me fait réfléchir en ce moment parce que j'adore aussi les documentaires souvent qui sont autour des vies des personnes par rapport à mathématiques, ça fait sens. Mais c'est vrai que parfois, il m'est arrivé de tomber sur des documentaires où je ne pensais pas qu'il y avait une orientation anticipée par le producteur. J'ai été très déçue par un documentaire qui, soi-disant, explore ce que signifie le sexe féminin. Qu'est-ce que ça veut dire une femme. Et au bout d'1h30, j'ai compris qu'ils avaient un, comme on dit, un agenda et qu'ils allaient avoir des propos transphobes. Ah, Et j'étais, mais parce que je me suis dit, alors moi, je suis dans ces sujets et j'ai pu repérer où ils étaient en train d'emmener les gens. mm. Mais j'ai mis 1h30 et je me suis dit, waouh, c'est dangereux parce que c'est présenté comme un documentaire. Il y a des codes. Et ils savent comment générer de l'empathie envers celui qui mène l'enquête, etc. Donc, si tu crées des choses autour de ça, je serai la première à lire et t'écouter. Non, mais c'est hyper C'est- intéressant parce qu'en fait, ces contenus-là, Mhm. c'est très bien qu'ils existent, mais il faut juste savoir les décoder. Et Oui. enfin, euh, c'est vrai que je crois que l'éducation à l'image, à la musique qui vient à tel moment, la Mhm. tournure de Exactement. phrase, l'adjectif, etc., ça existe, faut juste pas être complètement naïf et Oui. savoir décrypter pourquoi ça arrive à ce moment-là, pourquoi cette image elle est peut-être avec un plan plus long que l'autre. Et ça, c'est vraiment de l'éducation à l'image, Oui. au choix des mots. Et c'est vrai que c'est très important à la fois de consommer ces contenus pour pas faire comme si Oui. ça n'existait pas, mais de savoir les décoder. Enfin, si on a une baguette magique, c'est vrai qu'on peut vraiment Mhm. espérer que dans tous les programmes des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, cette éducation puisse être faite Mhm. dans l'éducation à l'image, l'éducation au son aussi, pour voilà, être en toute connaissance de cause, capable de comprendre Oui. évidemment un agenda derrière une idée ou une façon de présenter un programme ou autre chose. Oui. C'est clair, pour faire passer les messages, parce que les mêmes codes me plaisent beaucoup dans mes documentaires que j'aime bien. Mais après, c'est vrai quand on découvre que c'est pas totalement innocent, on se dit ah il y en a d'autres, je suis pas sûre qu'ils vont bien le décoder, ça va envenimer les sujets. Mais oui, et d'ailleurs ils font beaucoup de expert dropping, j'ai envie de dire, dans ces docu-fictions où ils vont avoir la chaise de biais comme ça avec un expert qui est très sérieux et qui va donner et justement la phrase dont je voulais te parler que je t'ai entendu dire dans une vidéo et qui m'a beaucoup plu. Tu disais chercher des personnes qui ont un vécu, pas forcément ceux qui parlent le plus fort ou les experts. Ça, je sais pas si tu te souviens où tu le disais, mais ça m'a vraiment parlé parce que c'est vrai qu'on ne cherche pas toujours à avoir une multitude, un 360, et parfois on a vraiment ce côté qui a le droit d'avoir un avis sur ce sujet. Ah bah l'expert. Et ça, c'est quelque chose qui va peut-être nous permettre de faire la transition, du coup, vers tous ces sujets autour de ton métier aussi. Parce que ça, pour moi, c'est une phrase en or pour les journalistes de demain que vous êtes en train de préparer. Est-ce qu'il y a d'autres warnings comme ça que tu répètes souvent ou qu'avec vos collègues aussi, je sais bien que tu n'es pas seule à Sciences Po Heureusement, journalisme. Quels heureusement, sont j'y vraiment arriverai comme pas. ça quelques conseils en or que vous leur donnez? Oui, on leur donne beaucoup, beaucoup de conseils, mais c'est vrai que c'est en pratiquant tous les jours qu'on arrive à être confronté à nos limites, etc. Il y a un Mhm. point qui est le démarrage de notre formation, qui est comment on fait pour aller à la rencontre des gens.
J'aime pas Oui. trop ce mot, mais on se comprend. En Mmh. fait, c'est vrai que souvent la personne et surtout quand on démarre un sujet, qu'on est jeune journaliste, je vois, on donne un thème, donc là, par exemple, on va dire les agriculteurs parce qu'ils sont en colère, pour être le thème Mmh. d'aujourd'hui et un réflexe d'étudiant qui commence, c'est de taper agriculteur dans Google Actu ou Mmh. Google Discover ou sur les réseaux sociaux, plutôt que d'aller dehors. Mmh. Euh, donc c'est encore une fois, je suis une très grande défenseuse des pratiques numériques, mais il y a un truc qui est très important, c'est que en fait, faut aller dehors, il faut écouter et observer, et tout ce qui est le sens de l'observation et le sens de l'écoute, avec le développement des écrans, c'est moins une garantie qu'avant. Et je Mmh. vois, moi j'ai fait les mêmes erreurs d'ailleurs quand j'ai débuté. Je partais avec une liste de questions Mmh. auprès d'un soi-disant expert qui était étiqueté comme tel sur le numérique et que j'avais Mmh. trouvé par ce biais-là, plutôt que d'aller m'installer dans justement une ville et aller au PMU du coin et attendre de trouver Mmh. la personne qui va raconter quelque chose au comptoir. Voilà, j'avais déjà pas la bonne méthode. Et deuxio, une fois que j'avais trouvé une personne que je pouvais interroger, Mmh. j'étais avec ma liste de questions, bille en tête, j'écoutais à peine les réponses et à la fin, j'avais rien. Quand je faisais le dérochage, comme on Mmh. dit, bon, bah, c'est pas terrible, quoi. Bah non, parce que je n'avais pas écouté les réponses et je passais complètement à côté de l'expérience. Et par ailleurs, souvent, c'était des rendez-vous qui étaient donnés dans un lieu un peu neutre, qui n'était Mmh. pas le lieu de vie ou de travail Oui. de mon témoin ou mon expert. Et donc, tout ce que j'aurais pu observer en étant en situation, et même dans Mmh. la partie non verbale, je le ratais. Et Oui. ça, je vois que, en plus, après l'épisode Covid, où on a perdu un peu le Mmh. sens du terrain, etc., ça, c'est vraiment un des premiers points qu'il faut régler au démarrage de notre formation, qui est, en fait, on sort, on regarde, on écoute. Il y a beaucoup Mmh. d'interviews qui vont servir à rien, c'est pas grave. Et il y a beaucoup de choses qui se passent à côté Mmh. de l'interview. Et bah, c'est vrai qu'il faut vraiment sortir ses antennes. Et donc voilà, ça, vous voyez, c'est pas évident de le matérialiser dans un cours, mais ça fait partie des préalables nécessaires pour qu'une rencontre se passe et que le témoignage recueilli soit fort, avec de Mmh. la couleur. Et c'est pas pour faire joli, hein, c'est parce Oui. qu'on comprend mieux quelqu'un quand on le voit dans son univers et Mmh. que il n'y a pas que ce qu'il dit qui peut être recueilli. Il y a voilà, à quelle heure sa journée de travail commence, comment il réfléchit, etc. Et puis vous avez aussi beaucoup de personnes qui sont pas dans la formulation de ce qu'ils font. Mmh. Donc, comment le raconter correctement si le récit est pas forcément à l'image de leur journée. Mmh. C'est pour ça que voilà, tous les sens sont vraiment doivent être en exploitation maximale pour percevoir le mieux possible le vécu, je reviens au mot, Mmh. d'une personne qu'on pourrait interviewer. Et est-ce qu'on peut être timide et journaliste? Quelqu'un, par exemple, qui est passionné, mais qui perd un peu ses moyens face à l'inconnu, quelqu'un qui ne connaît pas ou alors quelqu'un qui vient, d'un background tellement différent qu'en allant chez lui justement, le journaliste ne sait plus, retrouver ses repères, Est-ce qu'il y a un bon coaching pour ça dans l'école? Ou est-ce que, il y a quand même un côté naturel à avoir? Alors, oui, je pense on peut avoir tous des compétences différentes et Mmh. la timidité, ça peut être une très grande force quand vous êtes sur des sujets où votre interlocuteur ne veut pas vous parler. Il veut D'accord. pas vous parler parce que c'est un sujet dur, parce que les journalistes, il en a Mmh. déjà vu 40 et il n'en peut plus. Et quelqu'un qui est timide va peut-être réussir à recueillir la parole par parce que voilà, parce que ça Mmh. va être quelqu'un qui est pas rentre dedans, donc Mmh. franchement, je pense que tout est possible, et que ça peut même être Mmh. une force. Ça dépend de tellement de choses. Mmh. Sur,
la timidité, faut pas qu'elle soit handicapante, mais Mmh. et puis ça se travaille. Mmh. Mmh, avec le temps, une fois qu'on a fait 40 fois les mêmes choses, on l'est un petit peu moins, et puis on joue pas sa vie sur une Oui, bien interview. sûr. Ouais, je suis toujours sur Mmh. l'idée d'origine, c'est-à-dire que relativiser l'enjeu, heu, Mmh. c'est quand même nécessaire pour que ça soit plus fluide. Moi, les Mmh. premières choses qu'on m'a apprises quand j'étais jeune journaliste et je faisais des interviews pas terribles, c'est de jamais commencer par ma première question, de Mmh. raconter un peu ma vie, que j'étais en retard parce que j'étais tombée dans le métro, je sais pas quoi, des choses qui mettent l'autre en confiance. Et j'utilise encore cette technique, y compris pour les oraux, pour les admissions, puisqu'on a des candidats qui sont évidemment très, très, très stressés de se retrouver pendant un oral d'admission pour Sciences Po. Et l'enjeu, c'est pas qu'ils soient stressés pendant toute la durée de l'entretien, c'est que Oui, on puisse arriver ben, au cœur de leur projet et qu'ils arrivent à dire oui. ce qu'ils ont en eux. Et voilà, donc c'est des Accéder au techniques naturel. qu'on peut utiliser pour essayer de un petit peu relativiser l'enjeu, Mmh. détendre l'atmosphère et permettre à l'autre de pouvoir bah, s'exprimer et donner ce qu'il avait envie de dire. Il n'y a rien qui Mmh. me tétaniserait plus que de me dire en entretien, une fois que je suis partie, la personne se dirait bah, j'ai rien dit de ce que je voulais dire, je suis Ouais. passée complètement à côté, j'ai tout raté. Franchement, j'espère que ça arrive pas trop souvent parce Ouais. que parce que c'est vrai que c'est voilà, enfin notre enjeu quand on est journaliste ou comme dans mon poste de directrice, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse avoir sa chance quand même de dire ce qu'on a à dire en confiance. Et encore une fois, c'est normal d'être stressé, mais notre travail, c'est un peu aussi de faire en sorte qu'on arrive au cœur ouais, Mmh. du fond du dossier ou soit d'un témoin, soit oui, d'un candidat qui a envie de défendre ses couleurs. Là aussi, c'est une manière de te connecter à un monde, chaque étudiant, quelque part, vient avec, sa culture, ses émotions, différents éléments stressants ou non, donc c'est aussi quelque chose que, du coup, tu exerces au quotidien. Moi, J'imagine c'est mon de moment préféré à t'adapter, l'école. d'accord. Une école de journalisme, il y a le moment où vous faites les rentrées, le moment où vous faites les Mmh. diplomations, donc c'est la sortie, l'entrée, la sortie. Mon moment Mmh. préféré, c'est ce qu'on appelle les admissions, donc c'est les oraux, où on a beaucoup, beaucoup de candidats, tous ne sont pas étudiants admis. Et Mmh. évidemment, j'adore rencontrer tous ces profils. La richesse est incroyable. Certains sont vraiment exceptionnels. À un point où je me souviens encore de leur CV, hein, Ouais. des années après, je me souviens de ce qu'ils ont dit, etc. Et c'est vrai qu'on a vraiment cette chance ouais, de pouvoir rencontrer autant de personnes, et Mmh. puis ben, des gens qui pensent pas comme vous, qui viennent pas du même milieu, et de pouvoir ouais, avoir cette chance de pas être que... Est-ce que tu peux nous raconter, peut-être justement une de ces personnes qui t'a marqué, dont tu te souviens encore, de l'échange, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, je me souviens, par exemple, d'une personne, c'était la troisième année, j'anonymise, hein, Bien sûr. c'était la troisième année que cette personne se présentait à l'oral. J'avais pas eu la première année à l'oral, mais la deuxième année, j'étais là. Je me souviens très bien qu'on avait un peu hésité, mais que c'était pas encore complètement mûr. Puis je me disais quand même, c'est la deuxième, ça va être Mmh. dur. Et puis, troisième tentative, et en fait, je vois qu'il voit ma tête et qu'il se dit ah non, j'ai vraiment pas de peau, parce que évidemment, cette personne se souvenait que c'était moi déjà l'année précédente. Je suis pas seule, hein, on est plusieurs. Et je me suis dit, là, je me mets à sa place. Cette personne va se dire ah non, mais c'est pas possible, je suis maudite. Je vais encore avoir en tôme là. Pas de chance. Et donc, en fait, les 5 premières minutes, je me suis dit, il faut vraiment que cette personne comprenne qu'on redémarre de zéro, quoi. Il y a Oui, pas de, qu'il a toute on n'est sa pas chance, bloqué sur l'année d'avant ou l'année mmh. encore d'avant. On repart de zéro.
et que même c'est une force de quelqu'un qui se représente 3 fois. Mmh. Mais franchement, j'ai vu dans le regard, ouais, un peu de déconvenue. Oui, Et, mmh et la fin de l'histoire, c'est que cette personne, on l'a admise. Heu, alors pour le c'était coup, la c'est bonne. quand même génial de voir le cheminement parce que je me souvenais bien de Ouais. l'entretien de l'année d'avant et à quel point la progression avait été extraordinaire et cette personne n'est jamais venue. Heu, D'accord, voilà, c'est donc dingue! ah oui, donc parfois, moi je me suis dit: «Bah, ça va être génial, quand cette personne va voir la liste, des admis, au bout de 3 ans, j'espère que ce sera formidable». Puis finalement, on l'a pas C'est vu arriver dingue. à la rentrée, donc Bon après voilà. il s'est peut-être passé à autre chose ou alors il avait Ah juste c'est besoin de sûr. gagner. Non, non, mais en général, c'est des profils formidables qui Mmh. peuvent trouver d'autres endroits, hein. Mais Oui, oui, bien je me sûr. souviens de ça. Après, je me souviens aussi de gens qui, pendant leur première année, ont parfois des difficultés et puis, le déclic arrive et là, c'est les fusées, et on sait Ouais. jamais quand le déclic va se déclencher. Parfois, c'est très tôt dans la scolarité, parfois c'est beaucoup plus tard. Je me Mmh. souviens aussi de gens sur lesquels je me suis complètement trompée sur leur, projet professionnel, et vraiment bien trompée. Je me souviens de quelqu'un, bah, je peux la citer parce que, Oui, elle connaît l'histoire. Elle s'appelle Margot Ben, elle a eu le prix Albert Londres, et d'accord, quand elle arrive à l'école de journalisme de Sciences Po, elle dit qu'elle veut être reporter de guerre et d'accord. je me dis: «Bon», et c'était un profil un peu, 1re de la classe, Mmh. bon, et c'est vrai que je me dis: «Bon, je vois pas trop là, je vois pas trop, bon, pourquoi pas?» mais je vois pas trop comment, enfin, ce projet professionnel, ça me paraît bizarre de vouloir faire ça quand on n'y est jamais allé, D'accord, heu, il n'y avait pas dans son discours quelque chose qui expliquait comment elle en était arrivée à là? sans doute que si, mais sans doute que j'étais un peu fermée sur l'idée. Je trouvais ça D'accord, bizarre de vouloir être reporter de guerre avant d'être reporter tout court. Heu, d'accord, OK. je me souviens très bien m'être dit ça, et elle est devenue reporter en zone de conflit. Elle a un prix Albert Mmh. Londres très, très jeune. Elle est très, très évidemment courageuse, Mmh. elle parle plein de langues, elle est allée beaucoup en Afghanistan, Mmh. enfin bref, un parcours remarquable. Et ben, elle, clairement, même si j'ai pas exprimé, clairement au début de sa scolarité mes doutes, mais je me suis complètement trompée. C'est aussi ça la beauté, je pense, des relations à l'autre, d'être surpris, de par leur potentiel, qu'on ne peut pas toujours deviner. Mais ce que ça m'a appris quand même, c'est que, on sait jamais. Tout est Mmh. possible. C'est Ouais. franchement, il y a pas de règle, hein. Mmh. Et ça, je pense que quand j'ai commencé, j'avais quand même deux trois matrices en tête, et sans doute un millier d'a priori. Et là, maintenant, je sais que, on sait pas, en fait. Tout est C'est une possible. boîte, ouverte, Voilà, c'est une boîte ouverte. La trajectoire de quelqu'un, c'est pas en 2 ans que ça Ouais, se fait, hein, ça se fait en beaucoup plus ouais. longtemps. Et donc, ce que je vois simplement, c'est à quel point, nos profils se transforment et Mmh. que vraiment vous pouvez aller dans toutes les directions, et comme ils sont quand Mmh. même très talentueux, ils y arrivent toujours. Ouais. Mais vous savez pas toujours, où est-ce qu'ils vont atterrir, et c'est ça un peu la surprise, et qui franchement je et moi et toutes nos équipes, on est toujours un Mmh. peu, effectivement, estomaqués par leur réussite, leur trajectoire, et il y a plein de surprises et on est toujours un peu fascinés de voir, voilà leur transformation, année après année. C'est vrai que année après année, comme tu dis, ça cumule et pour vous, à chaque fois, c'est des personnes qui viennent avec des projets, qui font qui tracent leur, chemin et ça doit être vraiment une fierté de les voir dans les médias, de les voir, quand ils sont, primés comme ça, et même, ceux qui sont pas primés, Oui, parce qu'il n'y a dans pas toute que leur il n'y a réussite. pas que les Césars, ni, la Palme d'or, de Cannes, pour réussir. Non, Heureusement, c'est clair. Mais il y a ce que plein tu d'autres disais, profils. ça me ramène au sujet justement le reportage de guerre parce que, à la croisée de notre sujet du journalisme, il y a quelques années, j'avais vu,
une expérience en réalité virtuelle. Alors désolée si c'est quelque chose dont on t'a trop parlé, mais c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. C'était l'expérience The Enemy. Où on se retrouve dans une salle avec des projections entre deux personnes des deux côtés de la guerre et on écoute l'histoire de l'un puis de l'autre et on est amené à ressentir de l'empathie envers l'un comme envers l'autre et j'en avais eu vraiment la chair de poule et j'étais curieuse de savoir si tu l'as fait, si ce que tu en pensais, parce que cette personne, je me le suis noté, c'est Karim Ben Khalifa, qui était photographe de guerre. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée. Il dit « À quoi servent les images de guerre si elles ne parviennent pas à changer l'attitude des gens à l'égard de la guerre, de la souffrance et de la violence qu'elle engendre ?» Qu'est-ce que tu penses de cette mission que ce photographe donne à son travail et de l'expérience qui en est sortie? Je pense que jusqu'à quelques années, c'est tout à fait vrai. Et je pense que Mhm, c'est l'objectif poursuivi par beaucoup mhm, de photojournalistes. Je vais donner une citation de quelqu'un un photographe assez âgé, Monsieur Courtina, mhm, enfin assez âgé, en tout cas, il n'est pas âgé, mais il a de l'expérience. Il a dit l'été dernier, aujourd'hui, les enfants, quand ils vont regarder une image, ils ne sauront pas si elle est vraie ou si elle est fausse. Donc, pour mhm. revenir aux émotions créées par une image, comment on va transformer le monde si on n'est pas sûr que l'image est vraie ou fausse? Ouais, J'ai pas la réponse, mais ce qu'il a dit m'a créé un petit vertige. ouais, c'est vrai. Euh, et je pense que oui, enfin, pour reprendre le terme, on a des sacrés défis à relever, Mhm, assez complexes. Et on est toujours sur ce rapport à la vérité, mhm. la véracité, et ça va vraiment transformer notre rapport au monde, aux images. Parce que c'est vrai, si un enfant regarde une photo, nous on a les larmes aux yeux parce que on, on voit que c'est une photo de guerre et que on sait qui l'a prise. Mais si cet enfant ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, il va pas être Mhm. ému. Ouais, c'est Euh, vrai. il n'aura pas forcément envie de se dire bah je veux plus que ça arrive puisque ça sera très virtuel. Mhm. Voilà. Donc il y a du travail, oui. Ouais. Et même, je lisais pas en reportage de guerre, mais je lisais un article sur les photographes de nature primés récemment. Et il y avait quelqu'un en commentaire qui a complètement cassé le fantasme pour moi, parce qu'il disait ah oui alors ce maman ours et son bébé et l'histoire qu'ils ont vécue c'est un peu pipeau. Moi j'y étais dans les équipes derrière et en fait pour avoir un prix ils mettent toute une histoire comme quoi ils ont passé des jours, etc. Et en fait, ils vont mettre des appâts, ils vont créer l'image qu'ils avaient en tête en manipulant l'animal pour qu'il aille à tel endroit, à telle heure, avec le coucher de soleil ou que sais-je. Et là, je me suis dit, waouh, parce que oui, il y a l'IA qui peut changer les choses, et puis il y a l'humain qui manipule aussi les histoires et ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est comme la première fois où mon copain m'avait dit, tu sais, Nechem, la télé-réalité, c'est pas la réalité. Je suis pas une grande fan de télé-réalité, mais c'est vrai que pendant la pandémie, il y en avait deux, trois où j'aimais bien voir des humains. Je comprends. Et c'est vrai qu'on scénarise pas mal les choses parce que peut-être au final, on est un peu addict aux émotions aussi. Mais tu viens de me dire que tu n'en as pas la réponse, donc je sais pas trop comment nous sortir de là. Sur ton cas, si. Euh, donc tout l'enjeu de l'info, c'est de mettre le contexte qui va avec. C'est-à-dire que si l'image, effectivement, elle est un peu scénarisée, dans la légende, Mhm. c'est une façon très simple Mhm. de raconter comment la photo, elle a été prise, dans quel contexte, etc., etc. C'est assez simple de résoudre ça, et c'est de l'honnêteté dans l'info. C'est Oui. très important. Donc, je pense que sur ce point-là, c'est possible. Euh, Mhm. et assez facilement. Il y a des comptes sur Instagram. Il y a un photographe, il faudrait que je retrouve son nom sur Instagram, qui fait des d'animaux et il Mhm. raconte très bien le making of. Donc on a la photo Oui. magnifique.
on a comment il y parvient. Faut absolument que je retrouve son nom. Euh, Ah, je veux bien parce que j'adore ces et contes-là. voilà, c'est clair, c'est honnête. Il y a la version finale et il y a comment y arriver. Et tout est Mhm, décrit. Donc, en quelque sorte, c'est honnête. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. mhm, Et son audience, voilà, sait où est-ce qu'il arrive, mais d'où il est parti. mhm. Mais Euh, quelque part, ça veut dire qu'on en arrive à des marques médias. Parce que pour savoir à qui on peut faire confiance, c'est aussi une relation de temps. Dans la durée, on a vu qu'il y avait de l'honnêteté. Et donc, la marque, ça peut être aussi bien la marque que se crée ce journaliste ou ce photographe, ou la marque média dans laquelle on retrouve des journalistes parce qu'on se dit, ce média-là nous assure une véracité derrière tout ça. Mais c'est sûr que de plus en plus, on va avoir besoin de ces codes mm, et de ces, oui, de ces éléments de confiance. Je voyais aussi sur ton Twitter, j'ai du mal à dire X, je continue d'appeler ça Twitter, mais je suis tombée sur un livre ou une publication qui s'appelle Avoiding the News dans ton profil. Et pareil, je suis allée voir un petit peu ce qu'on disait dessus parce que autant je suis quelqu'un qui consomme au quotidien par mon métier aussi une quantité de choses, et autant parfois j'essaye de faire ce que j'appelle de la nutrition de contenu pour ne pas en continuer à avoir telles émotions ou tels sujets, etc. Et il m'arrive d'avoir des phases où je me referme un peu, donc j'étais curieuse de voir comment ils ont décrypté ça. Et mm, là, j'ai noté cette phrase où ils disent: les auteurs affirment que l'évitement de l'information ne concerne pas seulement le contenu, mais aussi l'identité, les idéologies et les infrastructures. Et du coup, ils mettent le point sur le fait qu'il y a des groupes défavorisés qui soit ne se retrouvent pas dans l'actualité, que ce soit dans le fond, la forme, celles et ceux qui racontent, et du coup que ça crée un côté encore plus le journalisme réservé pour des publics privilégiés. mm. Est-ce que tu partages ces points de vue? Est-ce que tu as des réflexions à toi à porter sur cette thématique? Parce que c'est vrai que je pense de plus en plus, on a les contenus des réseaux sociaux, les contenus TikTok, les contenus où on ne sait pas si c'est vrai ou faux, et d'un autre côté, c'est ce journalisme de la vérité. On va avoir des générations qui se referment aussi. Que penses-tu de tout ça? Donc ça, c'est un des grands enseignements de l'étude à laquelle je participe du Reuters Institute. C'est en fait à quel point, c'est pas qu'on est désinformé, hein, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est qu'on est dans Mhm, l'évitement de l'info. On est vraiment mhm, dans l'étape 2, hein, parce que pendant des années, on a dit on est désinformé. Non, euh, mhm, c'est pire. ouais, On évite. Je dis on parce que quand on regarde les pourcentages pays par pays, c'est massif, hein. À la mhm, fois, soit on évite complètement l'information, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont dans une salle d'attente, il y a un écran allumé, ils vont pas dans la salle d'attente. Un mhm, écran allumé sur une chaîne d'infos, par exemple. On en est là, hein. Donc là, vous avez des gens qui sont dans l'évitement total, y compris de mhm, lieux où ils pourraient être confrontés à un média ou une source d'information. Et après, vous avez de l'évitement séquencé, peut-être un peu ce que tu fais. C'est-à-dire que tu as des moments où tu en ingères beaucoup mhm, et tu as des moments où tu mets sur pause. Et mhm, ça, c'est des pratiques qui se développent beaucoup. Et quelle mhm, est la durée de la pause? Elle progresse. Et parfois, elle peut s'étendre sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. mhm, Euh, c'est vraiment, enfin, c'est pas, c'est un constat, hein, mhm, c'est sérieux. Donc, comment on résout ça? Parce que c'est vraiment un sujet compliqué. Si vous avez des gens qui sont peu informés, en séquencé, mhm. vous ne pourrez pas aller vraiment dans le fond des dossiers, puisqu'il va falloir leur rafraîchir sur Ouais, le démarrage de l'histoire pour qu'ils arrivent à se reconnecter. oui. Donc évidemment, hein, la profondeur, les choses un peu plus compliquées quand vous démarrez sur le dossier, a priori, vous n'allez pas y arriver si facilement. Donc, Mhm.
franchement, enfin, moi j'ai toujours beaucoup de questions et assez peu de réponses, hein. Euh, Comment on fait pour résoudre ça? Mhm. Euh, Là, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que les marques médias sont moins prisées et moins jugées dignes de confiance que les marques journalistes Mhm. d'individus. Donc, on peut l'utiliser, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des marques médias, vous avez des sortes de marques de journalistes et ça Mhm. fonctionne mieux, c'est plus incarné. Le problème pour l'économie des médias, c'est que vous avez donc tout un tas de journalistes dans votre rédaction, vous les faites monter en puissance sur les réseaux sociaux individuellement. Demain, ils vont ailleurs, ils emportent avec eux toute la communauté. Donc, c'est vrai que c'est des sujets pas évidents. Au tout début de Mhm. Twitter, je me souviens, on disait ah ça y est, chaque journaliste est une marque. C'est déjà le grand truc, hein. C'était en 2006-2007, Ouais. donc ça y est, ça date. Euh, et oui, enfin là maintenant c'est massif. On a plus Mhm. confiance en un être humain, un individu, que Ouais. voilà une maison, enfin une marque média comme on dit. Mhm. Et aux États-Unis, ils renforcent, on va dire, l'incarnation de cet individu journaliste sur leur bio, par exemple. Vous avez vraiment, en gros, leurs obsessions, où est-ce qu'ils sont nés, pour que Ouais. ça soit pas seulement prénom-nom, Et humanisé. spécialiste de tel sujet, ça soit Mhm. vraiment leur parcours. Un peu ce qu'on a vu là en début d'entretien, c'est Mhm. d'où je parle, quelle a été ma vie jusque-là, qu'est-ce que j'aime faire, pas faire, Mhm. et c'est vraiment assez détaillé maintenant pour qu'il y ait plus de liens et peut-être un peu Mhm. d'empathie avec Mhm. l'individu journaliste. Mhm. Et c'est vrai que ça rend peut-être, ça fait peut-être du bien et en même temps, est-ce que c'est pas en train de tout connecter à de l'opinion aussi? Parce que d'un côté, il y avait ce TED Talk que j'avais beaucoup aimé. J'ai plus le nom de la journaliste qui parlait de son père qui s'énervait contre la télé quand elle était jeune et qui disait, ils nous disent ce qu'il faut penser, je veux juste qu'ils me disent les faits. Et c'est vrai que quelque part, plus on va aller dans l'affect, plus on va aller dans l'opinion et peut-être moins par le je réfléchis par moi-même et je cherche des gens en qui j'ai confiance pour réfléchir à ma place. Mais c'est bien dommage. Est-ce que tu as connu, il y avait ce média qui s'appelait Circa à un Oui. moment donné, et j'avais pas mal apprécié leur approche de l'expérience contenue parce que on allait en entonnoir et ils disaient si tu veux une synthèse, voilà, si tu veux un peu d'explication de contexte, voilà, et on pouvait un peu plier, déplier l'article, et si on était quelqu'un qui voulait aller en profondeur, on pouvait, en tant que quelqu'un qui est vraiment dans la connaissance du domaine, comment est-ce que tu expliques que ça n'existe plus? Est-ce que j'arrivais pas moi à voir les défauts d'une telle expérience parce que je me disais chouette, ils ont innové et c'est quelque chose qui va aider, je pensais, mais du coup ça n'existe plus. Alors, oui, enfin, c'est un format qui était très intéressant, mais je pense que c'est pensé par des gens qui fabriquent du contenu et pas par ceux qui les utilisent. Un D'accord. usager, il sait pas ce dont il a besoin. Il n'est pas Mhm. capable de juger de son niveau, il ne peut pas être lucide sur son cas, et par ailleurs, Mhm. il va avoir envie de dire qu'il est un expert. Mais D'accord. s'il n'a pas la première marche, il faut vraiment... Parce qu'il y a beaucoup de... Je vois, moi, dans les étudiants, puis c'est en dehors du journalisme, mais vous avez tout le monde a un syndrome de l'imposteur. Se sent un peu Mhm. accablé par les savoirs et se sent dans une espèce de compétition générale où on se sent moins bien que son voisin ou sa voisine. Euh, donc, comment vous allez dire que vous êtes à l'étage numéro un seulement, la marche numéro un? C'est quand même Oui. compliqué, hein. Après, Donc, ce je qui pense voilà, que c'est ça qui peut peut-être Mhm. être un peu compliqué. Et par ailleurs, enfin, apparemment, ce qui fonctionne pas mal quand même, c'est l'immersion dans un Mhm. contenu. On n'a pas l'impression qu'on doit dire, bah, je prends soit la marche 1, soit la marche 2, soit la marche 3. C'est qu'en fait, on nous emmène vers la marche 3 sans qu'on Oui. s'en rende compte. Mhm. Oui, c'est clair. Et après, ce que je trouve
que certains ont vraiment la qualité, dans leur contenu, c'est qu'il y ait de l'information à chaque niveau, et qu'il n'y ait pas des titres un peu creux, qui stimulent, peut-être la réaction sans, dire ce qui se passe. Mais en effet, c'est du design, en fait. Est-ce que, je vois l'heure qui tourne, j'ai pas envie de trop, non plus, déborder parce que, je suis déjà très, contente que tu aies accordé tout ce temps, avec nous. Du coup, j'ai perdu ce que j'allais dire. Parce que il m'est revenu une question que je voulais absolument te poser avant qu'on se quitte, si tu as encore quelques minutes à Bien m'accorder. sûr. J'avais très envie de te demander si, parmi tes reportages à toi, tu avais eu un de ces reportages qui est resté un moment historique dans ton histoire à toi, parce que la personne t'a touché ou t'a surpris. Est-ce que tu peux nous partager une anecdote de connexion à l'autre que toi tu as eue? Hmm. Ah, c'est une question difficile. Moi, j'étais pas très bonne en reportage. D'accord. Euh, je crois pas que j'étais vraiment une super journaliste de terrain. J'étais meilleure sur le terrain numérique et après d'avoir une rencontre, mais reporter, reportage plus vraiment Mhm. seul, bof. Après des J'ai une autre rencontres, question pour remplacer si tu ouais, non, préfères. mais je vois Si l'idée, celle-ci. c'est des rencontres Mhm. qui changent ta vie parce que Ouais. t'as rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Mais ça, j'en ai eu plein Mhm. et je continue à en rencontrer tous les jours. Qu'est-ce que je pourrais... Bah, j'ai quand même... si, non, mais j'en ai plein. Des gens qui ont envie de passer ma vie avec... Enfin, ma vie. Ma journée avec eux. Je sais pas trop m'arrêter. Euh, Non, mais par exemple, ce que je peux raconter, c'est que j'ai fait une formation l'année dernière qui m'a pris énormément de temps. Enfin, maintenant, il y a 2 ans, en 2022. Pour devenir administratrice de société, c'est dans les conseils d'administration ou de surveillance. Mhm. Euh, et donc, ça faisait 20 ans que je n'étais pas allée sur les bancs d'une école, à passer des examens. Et c'était, voilà, pas si facile. Et ce, ce rôle-là, c'est rarement, malheureusement, pour les femmes, pour les relativement jeunes, même si je peux plus me dire jeune. Euh, et donc, je me suis retrouvée vraiment avec des camarades qui sont dans l'industrie, plutôt plus âgés et plutôt hommes. Et j'ai bien senti que ça allait être compliqué. Mhm. Euh, Parce que trop jeune, parce que un peu trop femme. Encore une fois, hein, j'ai 43 ans, donc je dis pas que je suis jeune, mais ça dépend du contexte. Et Si en dans cette 2024, on est jeune. on va dire ça, oui, l'espérance de vie s'allonge. Mais voilà, j'ai vraiment senti que ça allait être un handicap. Et normalement, dans l'info, dans le numérique, femme numérique, c'est plutôt un atout. Euh, Mhm. et là, non. Là, c'était l'inverse. Et je me suis retrouvée dans la situation d'être quelqu'un qui avait un profil qui allait lui poser des problèmes pour être crédible. Et, Mhm. et j'ai rencontré des gens qui, sur le papier, avaient l'air d'être un peu traditionnels, conservateurs, etc. Et qui, donc j'ai quand même passé des mois et des mois avec eux, et qui se sont révélés vraiment extraordinaires. Mais franchement, là aussi on parle d'a priori, puisqu'on en a toujours dans des rencontres. Mhm. J'aurais pas misé grand-chose sur eux, hein. Au démarrage, ni dans leur accueil de ma personne, ni dans nos premiers Mhm. échanges, etc. C'était très creux et un peu suspicieux. Et voilà, comme quoi, c'est quand même incroyable. Et j'ai rencontré, donc tout ça pour revenir quand même en 2022, la personne qui m'a vraiment bousculée, c'est une femme Mhm. qui est dans l'horlogerie, D'accord. dirigeante ouais, d'une entreprise d'horlogerie à l'international. Bah, évidemment, on n'est pas du tout dans le même secteur. Et évidemment, ça m'a passionnée Je ne comprenais rien aux montres, moi. Et bon, je suis toujours très, très débutante, mais j'ai appris énormément de choses sur ce que c'est qu'une multinationale, comment on fait pour gérer plusieurs cultures dans une entreprise, euh, des,
des horlogers. En fait, il y en a très peu, hein, c'est pire que la restauration. Vous trouvez pas vous trouvez pas d'artisans horlogers si facilement. Et bref, à chaque secteur, et cette personne m'a appris énormément. C'est quelqu'un de très posé, très calme, qui n'aime pas les conflits, un peu l'opposé D'accord. de moi. Euh, et voilà, c'est quand même extraordinaire de rencontrer des gens que vous ne pourriez pas rencontrer dans la rue ni dans votre univers professionnel classique. Euh, Mhm. Ça, c'est ce que j'adore. Ah bah génial. Bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous faire voyager parce qu'à chaque fois, étape par étape, je t'imaginais entourée de ces gens-là dont tu étais méfiante et puis petit à petit, on allait vers cette rencontre-là. Et c'est vrai que bah, ça nous apprend aussi peut-être à laisser la place à la surprise dans nos rencontres. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais dire avant que l'on se quitte sur tous ces beaux sujets que nous avons traités aujourd'hui? Ce que je voudrais dire simplement, c'est que la rencontre de l'autre, c'est vrai que dans le journalisme, on en fait beaucoup, c'est une grande Mhm. chance. Mais je pense que dans tous les métiers, Mhm. c'est extraordinaire. Et parfois, on n'a pas le temps, ou on ne prend pas, mais vous pouvez parler à n'importe qui dans le métro, dans Ouais, les transports en commun, vous prenez un café, euh, et faire l'effort de parler à la personne qui est à votre droite ou à votre gauche. En fait, c'est un exercice qui est assez dur, ouais. mais vous aurez des surprises dans votre vie. Et j'ai fait un exercice une fois dans une conférence, et je finirai là-dessus. Le conférencier a dit, vous donnez votre téléphone à votre voisin, Mhm. qu'on ne connaît pas, et il va prendre une photo de vous, et puis il va regarder aussi la dernière photo que vous avez prise sur votre pellicule de votre smartphone. Donc là, panique à bord, les gens se disent, ah, la dernière photo que j'ai prise. Puis j'ai pas du tout envie de donner mon Ouais. smartphone à un inconnu. Enfin, franchement, Mhm. en fait, c'est aussi une façon de se rencontrer. Donc après, vous êtes évidemment obligé de parler avec votre voisin. Et puis vous espérez Mhm. que la dernière photo, c'est correct. Et en fait, ça engage la conversation. En même temps, vous posez plein de questions sur pourquoi vous êtes aussi braqué quand on Ouais. touche. Alors c'est vrai que c'est intime un smartphone, la photo de votre pellicule, surtout si vous n'avez pas eu le contrôle a priori et que c'est une surprise, c'est très bien, mais ça engage la conversation. Ouais. Et vraiment, enfin, on peut faire l'exercice autrement, peut-être de façon moins violente, en se disant chaque jour je Ouais. parle à une personne que je connais pas et je me force. Mais je suis sûre que ça rend la vie un peu plus légère, et qu'on n'est pas à l'abri Ouais. ouais, de rencontres un peu extraordinaires qui peuvent durer. Eh ben merci parce que moi j'étais très contente, très heureuse de te parler à toi aujourd'hui, de te découvrir. Bah, j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir d'autres conversations, mais c'était très inspirant et Merci. j'espère que notre audience va aussi passer un bon moment avec nous deux. Merci encore et à bientôt. À bientôt.